les présidents Vladimir Poutine et Assimi Goïta revisitent l'histoire des Russes, un peuple attaché à sa culture et à ses valeurs sociétales. Ces armoiries sont inspirées de celles de l'ancien empire qui ont été restaurées. Un pan de l'histoire rappelé par le président de la Fédération de Russie en personne à son hôte. Nous sommes dans la salle des archives du Kremlin, chargée de faits marquant la vie de la nation russe. Un temps d'échange culturel ponctué d'expressions d'estime à travers des cadeaux. Vladimir Poutine offre 4 gratifications à son hôte, le général d'armée Assimi Goïta. Gratifications exposées et expliquées en détail. Chacune d'elles véhicule un message particulier. D'abord, le sabre impérial compagnie d'armes de Zlastos, fabriqué à la main dans le respect des traditions historiques et des techniques propres à la Russie. Il est orné des motifs traditionnels avec des métaux précieux et des pierres précieuses. Deuxième sur la liste, cette montre Victoire 80. En 80 exemplaires, comme son nom l'indique, le général d'armée Assimi Goïta reçoit la 34e. Tout un symbole. La montre Victoire 80 a été fabriquée à la manufacture à Saint-Pétersbourg en série limitée à 80 pour marquer le 80e anniversaire de la Grande Victoire. Anton Skounov en est l'auteur. Il a créé un mécanisme unique retraçant le déroulement de la Grande Guerre patriotique de 1941 à 1945. Un autre cadeau, le set de bureau Moscou en pièces uniques, fabriqué à la main, il est fait de miniatures laquées de la ville de Kolui. C'est une spécialité russe exclusive. Le 4e cadeau, c'est cet autre sabre qui est celui de bravoure que l'on tient devant l'ennemi. Cette estime du président Poutine touche le président Goïta. En réponse, le chef de l'État lui a offert ce sabre Touareg qui est un symbole de dignité, d'honneur, de patriotisme et de royauté. Donc je vous remets avec fierté, avec honneur. Et ça vous permet de neutraliser tous vos ennemis. Merci. Dans la tradition russe, le sabre s'échange avec des pièces de monnaie. Poutine en remet à Assimi Goïta pour raffermir les liens d'amitié, un geste repris par le président de la transition, signe de consolidation des liens de coopération Mali-Russie. La Russie, dans son rapport à la richesse africaine, ne souffre pas de la maladie chronique de l'Occident. L'Occident souffre de l'angoisse du manque, que la Russie ne connaît pas. Parce que la Russie, c'est un pays-continent qui a des réserves naturelles immenses, lui permettant même d'envisager pendant un temps suffisant de vivre en autarcie s'il le faut. Donc la Russie vient vers les Africains avec une angoisse en moins, l'angoisse existentielle de l'Occident. Elle vient vers les Africains non seulement avec l'ambition de tirer profit de la relation, mais d'empêcher l'Occident de dominer l'Afrique. Donc la Russie, dans son propre calcul et dans son rapport à l'Afrique, souhaite une Afrique souveraine, mais amicale et fraternelle envers la Fédération de Russie. Pourquoi? Parce que la Russie souhaite que dans un monde multipolaire, le pôle de puissance russe et le pôle de puissance africain et le pôle de puissance chinois puissent contrecarrer les pôles de puissance occidentaux, américains et européens. Voilà le calcul de la Fédération de Russie. Alors pourquoi je ne dis pas que la Fédération de Russie voudrait dominer l'Afrique? Parce que quand elle pouvait, elle n'a pas réduit les Africains en esclavage. Quand elle pouvait, elle n'a pas envahi l'Afrique pour la coloniser. On ne peut pas dire aujourd'hui au XXIe siècle que les Russes veulent nous envahir. Ce n'est pas vrai. Que les Russes veulent constituer les pays africains en colonies de peuplement, ce n'est pas vrai. Celui qui le dit ment. Mais la Fédération de Russie veut aider l'Afrique à développer des pôles de puissance et à être en alliance avec elle pour contrer l'influence nocive de l'impérialisme et du néocolonialisme occidentaux. Voilà la vérité. Et donc l'attention toute spéciale que le président Poutine a pour les dirigeants du Sahel, elle vient du fait qu'il a bien compris que le Sahel est le premier noyau dur de la puissance endogène africaine. Écrivez ça. Écrivez. Écrivez. Tilana.
Tilana Yomi. L'Alliance des États du Sahel est le premier noyau dur de la puissance africaine dans le monde multipolaire. Dans les analyses et les travaux des géostratèges russes, le renforcement de l'Alliance des États du Sahel est un élément fondamental pour mettre fin à la domination multiséculaire du monde monopolaire et unipolaire occidental. C'est donc ce jujutsu, c'est ce kung fu, c'est ce massing, ce misinga, c'est ce duel à distance des puissances qui explique le soin pris par le président russe à n'afficher aucune condescendance, à n'afficher aucun mépris, aucune autosuffisance face aux Africains. Et de toutes les façons, sa formation d'agent secret le prédispose à comprendre la psychologie des Africains. Regardez les attitudes du président Poutine envers ses homologues, de quelques pays que ce soit d'ailleurs, mais surtout envers les Africains. Poutine se comporte envers les Africains comme un Africain. Il a cette capacité d'entrer dans ton monde. Il a cette capacité d'habiter ton univers, qui lui vient de sa formation d'agent secret. Parce que le KGB leur a appris à ressembler à celui avec qui ils veulent coopérer. Voilà pourquoi les dirigeants africains qui se rendent à Moscou sont visiblement plus à l'aise que quand ils sont à Paris ou à Washington. Parce que même dans le comportement non verbal de Poutine, il n'y a aucune trace d'une quelconque prétention à traiter les dirigeants africains de haut. Pourtant, il est à la tête d'une puissance supérieure aux puissances africaines actuelles. Mais il a compris que c'est en aidant les Africains à construire une puissance suffisante que la Russie pourra contrer le plan d'hégémonie mondiale des impérialistes occidentaux. Et ce que je vous explique là est reconnu par les grands géostratèges occidentaux eux-mêmes. L'un des plus grands d'entre eux s'appelle Zbigniew Brzezinski. Il a écrit The Grand Chessboard, le grand échiquier, un livre de référence que je vous prie de lire quand vous en aurez le temps. Il explique que l'Occident n'a aucun intérêt, l'Occident politique n'a aucun intérêt à ce qu'apparaisse un monde multipolaire. Parce que dans un monde multipolaire, l'Occident sera minoritaire. Celui qui va contrôler le grand continent eurasiatique et qui peut contrôler l'Afrique domine le monde. Zbigniew Brzezinski l'écrit. Quand vous lisez les déclarations des dirigeants occidentaux, vous vous rendez aussi compte que plusieurs d'entre eux n'hésitent pas à faire référence à un avenir de l'Occident qui se trouverait en Afrique. C'est le cas notamment du président français Emmanuel Macron. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils considèrent que leur puissance est conditionnée par la continuation de l'exploitation des richesses africaines. Donc l'Afrique est, contrairement aux apparences, le continent central de la géopolitique du XXIe siècle. D'abord, c'est le plus grand continent au monde et c'est le continent central de la géopolitique du XXIe siècle. Dans les cartes géographiques, les spécialistes de la cartographie de l'Occident ont dessiné les continents de telle façon que l'Afrique paraisse aussi petite, voire même plus petite que l'Europe, plus petite que l'Amérique et plus petite que l'Asie. Dans la réalité des proportions physiques, l'Afrique est le continent central de l'humanité. C'est le plus grand continent du monde. Dans la réalité, l'Afrique est le continent le plus riche en potentialité du monde. Dans la réalité, l'Afrique est le continent le plus convoité de la planète. Les visas d'entrée en Afrique devraient être les visas les plus recherchés et les visas les plus difficiles à obtenir, car l'Afrique est le continent le plus riche. Il faut rendre à l'Afrique son véritable statut. Continent central de l'humanité, continent central de l'homme.